Que veux-tu faire quand tu seras grand? On nous a tous posé cette question des dizaines de fois. Ah oui, c'est un classique. Et la réponse, c'est presque toujours un métier. Médecin, avocat, ingénieur, une profession, un emploi. Exactement. Mais et si la question elle-même était en fait une sorte de piège? Si le vrai chemin vers la liberté financière, ça ne dépendait pas de ce que l'on fait, mais plutôt de comment on génère ses revenus. C'est une perspective complètement différente. Et c'est justement le cœur de notre analyse aujourd'hui. On va creuser ensemble des extraits d'un livre qui a vraiment bousculé pas mal de monde, Le Quadrant du cash flow de Robert Kiyosaki. Un ouvrage qui propose une sorte de carte routière des revenus. C'est ça. Notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer ce fameux quadrant pour vraiment comprendre les mentalités, les valeurs et même les peurs qui se cachent derrière nos choix financiers et professionnels. C'est un peu un miroir en fait, un outil pour réfléchir à son propre parcours. Tout à fait. Alors pour commencer, il faut visualiser le truc, c'est très simple. C'est très visuel, oui. Imagine une grande croix qui divise une page en 4 sections, en 4 cadrans. Voilà, et dans chaque cadran, on met une lettre. En haut à gauche, on a la lettre E. En bas à gauche, la lettre T. C'est ça. Et puis de l'autre côté, à droite, on trouve P en haut et I tout en bas. Et TPI, c'est la base de tout le raisonnement. Alors, ça veut dire employé. T pour travailleur autonome, on pourrait dire aussi technicien ou propriétaire d'une toute petite entreprise. D'accord. Et le P propriétaire d'une grande entreprise. Et pour finir, le I pour investisseur. Et ce qui est vraiment fondamental, c'est cette ligne verticale qui sépare la page en deux. On a le côté gauche et le côté droit. Ce sont comme deux mondes différents, non exactement, et c'est la distinction la plus importante du livre. D'un côté, le côté gauche avec les E et les T, le principe est simple, on travaille pour de l'argent. Le revenu est directement lié au temps de travail. C'est ça, si on s'arrête de travailler, que ce soit pour des vacances, une maladie, l'argent arrête de rentrer. La valeur clé très souvent, c'est la sécurité. La fameuse sécurité de l'emploi. Précisément, alors que de l'autre côté, le côté droit avec les P et les I, le paradigme est totalement inversé. Ah oui, l'objectif ce n'est plus de travailler pour de l'argent, mais de faire en sorte que l'argent ou des systèmes travaillent pour soi. On ne cherche plus la sécurité, mais la liberté. Voilà, la liberté financière, c'est un état où le revenu continue de circuler, qu'on soit au travail ou à la plage. Pour illustrer ça, l'auteur utilise une parabole qui est vraiment parlante, c'est l'histoire d'Édouard et de Bernard. L'histoire du village sans eau. C'est ça, un village qui manque d'eau, c'est un problème, mais aussi une opportunité. Les anciens du village passent une annonce. Et deux hommes se présentent, Édouard et Bernard. Alors Édouard, c'est l'homme d'action. Il achète tout de suite 2 seaux et il commence les allers-retours entre le lac et le village. Il travaille comme un fou de l'aube au crépuscule. Et ça marche, il gagne de l'argent. Le village a de l'eau, c'est le stéréotype du travailleur acharné. Et son revenu, il est directement proportionnel au nombre de seaux qu'il arrive à transporter chaque jour. Exactement. Pendant ce temps-là, Bernard, le deuxième homme, il disparaît. Plus de nouvelles. On ne le voit plus pendant des mois, presque un an. Édouard, lui, il est ravi, plus de concurrence, il achète de plus grands seaux, il travaille encore plus. Il est le roi de l'eau. Mais Bernard, il n'était pas en vacances. Non, pas du tout. Il a passé tout ce temps à écrire un plan d'affaires, à trouver des investisseurs, à créer une société et 1 an plus tard, il revient avec une équipe pour construire un pipeline. Un pipeline en acier qui relie directement le lac au village. Et là, tout bascule. Le jour de l'inauguration, Bernard annonce que son eau est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Directement au robinet. Oui, et en plus elle est plus propre et 75% moins chère que celle d'Édouard. Le coup de grâce. C'est ça, Bernard gagne de l'argent même quand il dort. Pour Édouard, c'est la fin, son commerce est ruiné. C'est une histoire un peu brutale, mais elle nous amène à la question centrale du livre, suis-je en train de construire un pipeline ou de transporter des seaux? Dans le quadrant, Édouard c'est clairement un T, un travailleur autonome. Son revenu dépend à 100% de son effort personnel. Alors que Bernard, lui c'est un P, il n'a pas créé un emploi pour lui-même, il a bâti un système qui travaille pour lui, il travaille pour lui. C'est un point d'essentiel ça. La différence n'est pas de travailler dur parce qu'Édouard travaille très très dur. Ah oui, il ne ménage pas à sa peine. La différence c'est sur quoi on travaille, sur la tâche, donc transporter des seaux, ou sur le système, construire le pipeline. Et ce qui est fascinant, c'est que selon l'auteur, ce ne sont pas nos compétences qui nous ancrent dans un cadran, mais vraiment notre mentalité.
notre psychologie profonde en fait. Absolument, ce sont nos valeurs et surtout notre façon de réagir à la peur. Prenons le « et », l'employé. D'accord. Les mots qui le définissent, c'est sécurité, stabilité, avantages sociaux. La peur du manque, de l'incertitude. C'est le moteur principal. Pour une personne de ce cadran, la certitude d'avoir un salaire fixe à la fin du mois, c'est souvent plus important que le montant du salaire lui-même. C'est la recherche d'une vie prévisible sans mauvaise surprise financière. C'est ça. Le T, le travailleur autonome, lui, il réagit différemment à la peur. Il ne cherche pas la sécurité. Non, il cherche le contrôle. Ses mots-clés, c'est être mon propre patron, faire les choses à ma manière. Le fameux « on n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Exactement. C'est souvent un perfectionniste, un expert dans son domaine, qui pense que personne ne peut faire le travail aussi bien que lui. Mais c'est un piège ça, non. S'il est le meilleur, il ne peut jamais s'arrêter. C'est le piège fondamental du quadrant T. Il ne possède pas une entreprise, il est l'entreprise, s'il part en vacances. Ses revenus partent en vacances aussi. Voilà, il a juste échangé un patron contre un autre, son client ou sa propre exigence de perfection. Et de l'autre côté du quadrant, le P, le propriétaire d'entreprise, c'est tout l'inverse. Radicalement, sa devise, ça pourrait être « Pourquoi faire quelque chose moi-même quand je peux embaucher quelqu'un de plus compétent pour le faire ?» C'est une autre logique. Le P n'est pas l'expert qui fait tout. C'est un leader qui sait s'entourer, qui cherche les meilleurs œufs, les meilleurs thés, et qui les fait travailler ensemble dans un système qu'il a créé. Lui, il possède un système, pas un emploi. Alors c'est l'idéal sur le papier, bien sûr, mais est-ce que l'auteur, est-ce qu'il parle des risques énormes et du stress que ça représente de construire un tel système? C'est une très bonne question. Et oui, il n'élude pas du tout les risques, au contraire. Ah, il souligne que le chemin vers le cadre en paix est semé d'échecs, d'incertitudes. C'est pour ça que si peu de gens l'empruntent, ça demande une endurance émotionnelle qui est juste immense. C'est le pari de Bernard, en fait. Exactement, c'est le pari de Bernard contre celui d'Édouard, une année de risque et de construction pour une vie de liberté, contre une vie de labeur pour une sécurité immédiate, mais très fragile au final. Et pour vraiment enfoncer le clou sur cette différence entre le T et le P, entre la compétence et le système, il y a une analogie que tout le monde connaît. À l'histoire du hamburger de McDonald's. C'est ça, l'auteur pose une première question toute simple. Pouvez-vous personnellement faire un meilleur hamburger que celui de McDonald's? Et la réponse est oui pour 99% des gens. On pense tous au petit resto du coin, ou même à notre propre barbecue. Bien sûr, ça c'est la compétence du T, du travailleur autonome, je sais faire un excellent produit. Mais c'est la deuxième question qui change tout. Tu te souviens de la question? Oui, la question c'est, pouvez-vous bâtir un meilleur système d'entreprise que celui de McDonald's? Et là, en général, il y a un grand silence. C'est clair. Parce qu'on ne parle plus seulement de la qualité de la viande ou de la sauce. On parle de la chaîne d'approvisionnement, de l'immobilier, du marketing mondial, de la formation des employés. De la capacité à servir exactement le même burger avec le même goût à Tokyo, à Paris et à New York. Et là, on comprend immédiatement la différence entre se focaliser sur le produit et se focaliser sur le système. C'est toute la philosophie du côté droit du quadrant. Et ça nous mène tout droit au dernier cadran, le I. Le I pour investisseur. Kiyosaki le décrit comme le terrain de jeu du riche. C'est un peu la destination finale. C'est là que l'argent travaille vraiment pour nous. C'est ça, on fait de l'argent avec de l'argent. On n'a plus besoin de travailler physiquement parlant parce que notre capital, lui, il travaille 24 heures sur 24. C'est le pipeline qui ne transporte plus de l'eau mais directement du cash flow. Et l'objectif ultime, quel que soit notre point de départ, c'est de devenir un I. C'est l'objectif final pour atteindre la liberté financière, oui. Transformer les revenus actifs des cadrans E et T ou même les revenus du système du cadran P en revenus passifs du cadran I. C'est là que l'argent devient une vraie fortune. Une fortune qui peut se transmettre de génération en génération. Et ce qui est puissant avec cette théorie, c'est qu'elle n'est pas abstraite. Elle n'est pas abstraite pour Kiyosaki, elle vient de son histoire personnelle. Oui, c'est vraiment le fondement de toute sa pensée, c'est l'observation de ce qu'il appelle ses deux pères. Son père pauvre et son père riche. C'est ça. Le père pauvre, c'était été son vrai père, un homme brillant, très instruit, haut fonctionnaire, un E-modèle. Il valorisait les diplômes, la sécurité de l'emploi, la retraite. Mais ça ne s'est pas bien terminé pour lui. Non, suite à un désaccord politique, il a été mis sur une sorte de liste noire.
Il n'a jamais retrouvé un emploi stable et il a lutté financièrement toute sa vie. La sécurité sur laquelle il avait tout misé s'est évaporée. Et en parallèle, il y avait son père riche, le père de son meilleur ami. Un homme qui n'avait même pas fini le lycée, mais qui était un entrepreneur, un P et un investisseur. Un I, le contraire total. Il a pris des risques, il a bâti des entreprises, il a investi. Et au fil du temps, il est devenu de plus en plus libre et riche pendant que le père pauvre, malgré toute son intelligence, s'enfonçait. Ce contraste est vraiment saisissant et ça l'amène à une critique assez forte du système éducatif. Tout à fait. Pour lui, notre système éducatif est conçu presque exclusivement pour former des gens pour le côté gauche du cadran, pour être des bons employés ou des bons experts. Oui, et surtout, on nous apprend à ne pas faire d'erreurs. L'erreur à l'école est sanctionnée par une mauvaise note, c'est une punition. Cette peur de l'échec est ancrée très profondément en nous. Et elle peut créer ce qu'il appelle une paralysie de l'analyse face au risque plus tard. On a tellement peur de se tromper qu'on ne fait rien. Alors que les grands entrepreneurs, eux, ils ont un rapport à l'erreur qui est totalement différent. L'histoire de Thomas Edison et de l'ampoule est un bon exemple, après plus de 1000 tentatives. Il aurait dit « Je n'ai pas échoué, j'ai trouvé 1000 façons de ne pas faire une ampoule ». Exactement. Pour eux, l'erreur est un processus d'apprentissage. C'est une étape nécessaire. C'est une belle philosophie, mais c'est difficile à appliquer. Est-ce que l'auteur donne des pistes concrètes pour surmonter cette peur de l'échec que l'école nous a bien inculquée? Il n'y a pas de recette miracle, mais il insiste beaucoup sur le fait que le changement n'est pas qu'une question de connaissances techniques. Ce n'est pas juste dans la tête, alors. Non, il parle d'un apprentissage sur 4 niveaux, mental, physique, émotionnel et spirituel. Et le vrai travail, il se fait sur les plans émotionnels et spirituels. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il faut affronter ses peurs les plus profondes, déconstruire les croyances limitantes qu'on a héritées de notre famille, de la société. Les fameuses phrases comme « l'argent ne fait pas le bonheur » ou « sois raisonnable » trouvent un emploi stable. Exactement, ce sont des barrières émotionnelles qui sont extrêmement puissantes. Passer du côté gauche au côté droit, c'est souvent aller à l'encontre de tout ce que notre entourage considère comme sûr et normal. C'est un voyage qui peut être assez solitaire, j'imagine. Très solitaire et qui demande une conviction à toute épreuve. D'accord. Alors si on essaye de résumer un peu tout ça, quelle est la grande idée à retenir? La grande idée, c'est que ce cadran, c'est beaucoup plus qu'un simple outil financier. C'est un miroir qui révèle nos valeurs profondes face à l'argent, au risque, au travail. La vraie différence, ce n'est pas le métier, c'est la philosophie. Voilà, est-ce que je travaille pour de l'argent ou est-ce que je construis des systèmes qui travaillent pour moi? Suis-je un transporteur de seaux ou un constructeur de pipeline? C'est ça la question. Donc changer de cadran, ce n'est pas juste une reconversion professionnelle. Pas du tout. L'auteur utilise une métaphore très forte. Il compare cette transition à la métamorphose de la chenille en papillon. Ah oui! Ce n'est pas juste une chenille qui aurait des ailes, c'est un être qui change complètement de nature, de perspective, de mode de vie. Changer de cadran, ça implique de changer qui l'on est, sa vision du monde. Et même ses amis parfois. Et parfois même ses amis, oui, parce que pour citer le texte, il est difficile pour les chenilles de comprendre ce que font les papillons. C'est une image puissante. Pour conclure cette exploration, la source nous laisse avec une question qui va bien au-delà de la carrière en fait. Plutôt que de se demander quel emploi avoir, il faudrait se demander qui dois-je devenir pour atteindre la liberté que je recherche. En regardant Squadron, quelle voix résonne non seulement avec des objectifs financiers, mais avec la personne que l'on aspire vraiment à être. C'est peut-être ça la vraie question.